Docteur Devache, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des grands spécialistes de l'infertilité. Expliquez-nous, en quoi ça consiste la gynécologie de l'infertilité? En fait, déjà, il faut définir ce que ça veut dire une infertilité. On considère qu'un couple en âge de procréer, au bout d'un an avec des rapports réguliers sans grossesse, on considère que c'est le début d'une infertilité. Donc infertilité, c'est beaucoup mieux que stérilité, puisque le côté stérilité, il y a un caractère irréversible, et on sait que 99% des dossiers qu'on voit sont loin d'être irréversibles. Donc infertilité, au bout d'un an, on considère que c'est le moment de consulter un spécialiste pour faire un diagnostic. En fait, le plus important, c'est de faire un diagnostic précis et de comprendre que l'infertilité, ce n'est pas un traitement qu'on va donner au hasard, mais une stratégie qui va être proposée au couple en fonction du diagnostic. Et vous, vos patientes, vous les suivez comment? Est-ce que tous les gynécologues de l'infertilité font le même travail? La gynécologie, c'est un ensemble qui est énorme et qu'à l'intérieur de la gynécologie, il y a ce qu'on appelle des sous-spécialités. Dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle les spécialistes de l'infertilité. Il y a ceux qui ne font que de l'infertilité, c'est-à-dire que dès que la femme est enceinte, elle le confie à un obstétricien. Et moi, mon parti pris depuis le début, c'est de suivre la femme et le couple du début, c'est-à-dire le premier stade du diagnostic d'infertilité, jusqu'à l'accouchement. Et donc c'est ce côté-là que j'ai toujours privilégié dans ma pratique, de façon à avoir un suivi du couple et avec un aboutissement qui est l'accouchement. D'accord. Et dans ce suivi, est-ce que vous avez vu, au fur et à mesure des années, un type de femme, un type de patiente qui s'est répété, ou est-ce qu'au fur et à mesure des années, vous avez vu différents types de profils se dessiner? D'accord. Il faut déjà se rappeler que la FIV a commencé en 82, il y a 38 ans. Donc au début, c'était un sujet tabou. Les femmes qui venaient consulter pour stérilité et pour FIV étaient honteuses. Pendant des années, nous n'avons été que des techniciens de la FIV et nous n'avons pas compris qu'il fallait tout un environnement, un accompagnement du couple qui n'est pas uniquement technique. Petit à petit, notre pratique a changé et on s'entoure de plus en plus de différents intervenants, comme les psychologues, comme des spécialistes du comportement, comme des tas d'autres spécialités qui permettent au couple de vivre ce moment extrêmement difficile le mieux possible. Je conçois mon accompagnement dans les traitements de stérilité de manière extrêmement précise. Quand un couple vient me voir pour une infertilité, mon premier devoir, c'est de faire un diagnostic le plus précis possible pour pouvoir adapter un traitement sur mesure. Donc, dans les évolutions que nous avons des explorations des femmes, l'IRM, pour déterminer s'il y a une endométriose chez la femme, est évidemment fondamental. Il faut prendre le temps de faire tous ces examens avant de se précipiter sur une fille en donnant un traitement, en disant voilà le traitement qui va permettre d'avoir un enfant, mais prendre le temps de faire le point, d'expliquer et de fixer avec le couple une stratégie. Quel est selon vous le facteur déterminant dans le succès d'une fécondation in vitro ou d'une insémination? Le facteur déterminant d'un succès d'une fécondation in vitro, c'est avant tout, malheureusement, depuis 30 ans c'est la même chose, l'âge de la patiente. On sait qu'il y a une baisse de la fertilité à partir de 35-38 ans. C'est variable en fonction des femmes, mais globalement ça baisse à partir de 35 ans. Et aucune technique de fécondation in vitro, même la plus poussée, a permis de résoudre ce problème. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la fertilité baisse après 35 ans? Est-ce qu'on se parle de réserve ovarienne? Est-ce qu'on se parle de qualité ovocytaire? De quoi il est question? Parce que toutes les femmes l'entendent, ce discours de fertilité qui baisse après 35 ans. Ça se concrétise comment? En fait, c'est très simple. C'est ce qu'on pourrait appeler un vieillissement ovarien. C'est-à-dire que pour avoir un embryon de bonne qualité, il faut un spermatozoïde et un ovule. À partir de 35 ans,
l'ovocyte de la femme vieillit en quelque sorte. Qu'est-ce que ça veut dire en termes biologiques? C'est-à-dire que la duplication cellulaire qui va aboutir à un embryon de bonne qualité, ce mécanisme-là est atteint du fait de l'âge de l'ovocyte. Et donc, on aura forcément un embryon de moins bonne qualité qui va nécessairement avoir un taux d'implantation beaucoup plus faible. Donc, il y a en fait deux paramètres importants à partir de 35 ans. C'est qu'il va y avoir moins d'ovocytes, d'où la notion de réserve ovarienne, et les ovocytes produits vont être de moins bonne qualité, dans le sens où ils vont donner des embryons également de moins bonne qualité. Par conséquent, à partir de quel âge une femme doit se soucier de préserver sa réserve ovarienne, la qualité ovocytaire et donc sa fertilité? En fait, la femme doit être libre de décider à quel moment elle doit avoir une réservation ovocytaire. C'est elle qui doit décider en fonction de son statut personnel dans le couple et de son projet d'enfant. La recommandation, c'est évidemment à partir de 30 ans, 32 ans, si elle n'a aucune perspective de grossesse dans les quelques mois ou l'année qui suit, de se préoccuper de faire un test de réserve ovarienne pour pouvoir décider, avant qu'il ne soit trop tard, de faire cette fameuse préservation ovocytaire en congelant ses ovocytes. Concrètement, un homme peut préserver sa fertilité via la congélation de gamètes depuis des dizaines et des dizaines d'années. Une femme, c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une véritable injustice dont on ne parle pas assez dans les médias, cette différence de traitement entre l'homme et la femme. L'homme peut congeler ses spermatozoïdes sur une simple prescription médicale, sans rien demander à personne, sans demander aucune autorisation. Et pour la femme, ça fait des mois et des années que nous parlons, dans le cadre du projet de loi bioéthique, sur le fait de l'autoriser à congeler ses ovocytes. Et cette différence de traitement est absolument inadmissible et injuste. Et donc on pourrait se poser la question, pourquoi cette différence de traitement? Il faut oser aborder les problèmes tels qu'ils sont et dire que c'est uniquement un problème financier. C'est-à-dire congeler des spermatozoïdes, ça coûte à peu près 50 à 100 euros à la sécurité sociale, alors que faire une congélation d'ovocytes va coûter l'équivalent d'une FIV pratiquement, c'est-à-dire entre 2 000 et 3 000 euros à la sécurité sociale. Donc dans un monde idéal, la préservation ovocytaire pour la femme, elle a lieu dans quel cas? Pour nous praticiens, on considère que premièrement, la femme doit avoir le choix de décider à quel moment elle a envie de préserver ses ovocytes, en fonction de son contexte personnel. Donc, ce que nous proposons, un certain nombre d'entre nous, il y a deux catégories de femmes. Celles qui ont un problème médical qui l'oblige à avoir une préservation ovocytaire, évidemment les cas de cancer comme c'est le cas actuellement, les cas d'endométriose, les cas où il y a déjà assez tôt une baisse de la réserve ovarienne. Donc celle-là serait soumise à entente préalable, c'est-à-dire que le médecin conseil de la sécurité sociale verrait le dossier et s'il est d'accord avec l'indication, la sécurité sociale rembourserait cette première catégorie. Et toutes les femmes qui veulent faire à partir de 30 ans ou même avant ou après une préservation, on va dire, sociétale et qui n'ont pas de pathologie gynécologique avérée, celles-là ne seraient pas remboursées. Donc ce serait des congélations ovocytaires qu'on pourrait appeler hors nomenclature à la charge de la patiente. Et enfin, docteur Debache, dites-nous, selon vous, c'est quoi le grand enjeu pour la gynécologie française? La gynécologie française, depuis 10 ans, en matière de fécondation in vitro, est totalement à l'arrêt du fait des lois de bioéthique en France. Donc ce que nous demandons tous, sans exception, c'est une harmonisation des pratiques au niveau européen, de façon à ce que les gynécologues français aient les mêmes possibilités de recherche que leurs homologues européens.